Et on commence par faire un petit bisou à Alexia qui se repose chez elle. On pense à elle. Et il y a aussi les infos les plus chaudes de la région, sorties du four par la pétillante Laurence Méride. C'est un bordel sur Internet en ce moment, Laurence. Il pourrait s'agir du plan de licenciement le plus important dans une entreprise de la tech. C'est une première depuis sa création. Meta, la maison mère de Facebook, s'apprête à licencier en masse. Ouais, ça sentait mauvais depuis quelques semaines, Guéran. C'est désormais confirmé. Selon le Wall Street Journal, Meta va remercier des milliers d'employés. La firme devrait l'annoncer mercredi. Il s'agit, tu l'as dit, de la plus grande réduction d'effectifs de l'histoire de Meta. Depuis la création de Facebook en 2004, le groupe a enregistré une croissance linéaire avec même une augmentation progressive de son personnel. Et dans cette vague de licenciements, un responsable est tout désigné. C'est évidemment donc ça, le métaverse de Mark Zuckerberg. Le patron de Meta essuie les frais de son monde virtuel. 21 milliards de dollars dépensés en 2 ans dans Horizon World, vendu comme le futur d'Internet. Mais l'avenir est trop coûteux, un gouffre financier qui effraie les investisseurs. Meta chute en bourse, le bénéfice net de la boîte s'est réduit de moitié en 1 an. Mais Mark Zuckerberg, lui, a préféré tempérer. Nous affrontons un environnement macroéconomique instable, une concurrence accrue, des problèmes de ciblage publicitaire et des coûts en hausse sur nos investissements à long terme. Mais je dois dire que nos produits ont l'air de s'en sortir mieux que certains commentaires ne le prétendent. C'est évidemment la voix de Mathias, notre collègue à Move, ce n'est pas Mark Zuckerberg qui parle hyper bien français, bizarrement. En licenciant une partie de son personnel, Meta espère réduire les dépenses d'au moins 10% au cours des prochains mois. Et attention, la maison mère de Facebook et Insta, c'est pas les seuls de la tech à virer à tour de bras. Le mouvement est général dans toute la Silicon Valley. Ouais, après avoir vécu 2 décennies sans embûches, la crise du Covid qui leur a profité avec des revenus et des embauches en hausse, désormais la fête est finie. Comme toutes les autres sociétés, la crise économique a un impact sur les entreprises d'Internet. Mais au lieu de repenser leur modèle, elles optent toutes pour la même option archi-capitaliste, se débarrasser d'une partie du personnel pour faire des économies et relancer leur plateforme. Jeudi, la société de paiement en ligne Stripe a supprimé 14% de ses effectifs. Lyft, le concurrent de Uber, 13%. De son côté, le géant Amazon a préféré geler les embauches dans ses bureaux. De son côté, à peine racheté par Elon Musk la semaine dernière, Twitter, ils ont congédié la moitié des employés dans le monde. Ouais, 3700 salariés ont appris leur départ de manière très brutale. Leurs comptes Slack et leurs boîtes mail ont été verrouillés par Twitter. Le préavis de 60 jours n'a pas été respecté. Depuis, une plainte a été déposée en recours collectif. La direction va comparaître devant le tribunal pour licenciement abusif. Elon Musk est d'ailleurs connu pour ses méthodes de management un peu inhumaines. Tesla, dont le milliardaire est également le patron, a été poursuivi par d'anciens employés après un licenciement collectif en juin 2022. Bon, Laurent, c'est terminé de se faire fichasse sur Instagram. Une solution existe pour empêcher les frères en galère, pour empêcher qu'on soit tagué. Ouais, ça marche aussi, Guéran, pour les gens qui sont noyés sous les mentions, là. D'abord, il faut vous rendre dans la partie réglages d'Instagram. Ouvrez l'app sur votre téléphone, tapez sur votre photo de profil en bas à droite de l'écran. Une fois sur votre page, cliquez sur les 3 traits verticaux en haut à droite pour accéder au menu déroulant et sélectionner la partie paramètres. Une fois que vous êtes dedans, cliquez sur confidentialité, l'icône avec un petit cadenas là, puis sur la partie mention dont l'icône est un arrobase. C'est un bordel, on dirait la sortie à Châtelet. C'est un bordel, on est perdu là. Ça prend un peu de temps, mais le résultat est pas mal. Donc là, quand vous êtes dans arrobase, c'est là que vous pouvez choisir qui peut vous mentionner sur Insta. Vous avez le choix entre 3 options. Guéran, écoute bien. Soit tout le monde peut vous taguer, soit seulement ceux que vous suivez, soit personne. Vous avez envie d'être suivi par personne, tagué par personne. Donc vous ne pouvez pas choisir par contre les utilisateurs un à un. Ça c'est dommage. Les personnes qui essaient de vous mentionner et qui n'en ont pas le droit verront au final que vous n'acceptez pas les mentions. Si on pouvait choisir une personne, je pense que tout le rap français dirait interdiction de se faire taguer par Booba. J'en peux plus. Bon, maintenant Guéran, tu vas nous dire pourquoi en réalité, dans la guerre des plateformes, entre TikTok, YouTube, Facebook, Insta et Twitter, il n'y aura peut-être aucun vainqueur et qu'en fait, c'est juste la fin d'une ère sur Internet. Mais c'est quoi cette histoire ? Mais c'est quoi cette histoire ? Et oui, parce qu'après t'avoir entendu sur les déboires, les licenciements de Facebook et lu des articles de plusieurs personnes, notamment l'excellente Lucie Ronfaux dans Numérama et une autre journaliste dans le site spécialisé américain The Verge,
Je me pose, déjà j'ai arrêté de faire des phrases en français. Ça c'est fini, ça c'est acquis, ça voilà, j'ai arrêté. Mais une question se pose, à quoi jouent exactement les plateformes en ce moment? Tu veux dire à quoi elles jouent en ce moment dans la guerre contre TikTok? Mais parce que regardons les faits. Depuis l'arrivée de TikTok, on assiste à quoi? C'est un bordel. Instagram pivote, alors ils deviennent plus du tout une appli de photos, gigantesque opération de remodelage. YouTube se transforme au fur et à mesure en une sorte de flot de vidéos courtes sans fin. Facebook se fait dessus avec le métaverse et ils veulent directement faire venir des marques. Snap, malgré des réussites technologiques dans la réalité virtuelle, ils n'arrivent pas trop à gagner d'argent. J'ai dit ici qu'ils pourraient peut-être sortir plutôt vainqueurs de cette guerre, mais la vérité c'est qu'ils sont toujours pas complètement à l'équilibre. Et après des années à avoir refusé le tout publicité, là ils sont à pieds joints dans le business et ils essaient de se refaire la cerise en appliquant la réalité virtuelle au shopping en ligne à fond les ballons. Tu veux dire que les plateformes prennent des décisions uniquement financières et plus d'amélioration de leurs services? C'est bien là le problème, on a l'impression qu'elles ont pété la boussole. Elles oublient la raison de leur existence, c'est-à-dire nous. Elles veulent nous faire passer le plus de temps possible sur leur service, mais si toutes les plateformes se ressemblent, on fait comment? Et surtout si elles deviennent le contraire de ce pourquoi elles ont été créées, quel est l'intérêt pour nous? Un restaurant qui se diversifie, qui vend 2-3 produits dérivés, ok. Mais si à un moment donné on te dit « Ah non, on mange plus dans le restaurant, on peut acheter que des t-shirts », je vais plus y aller. C'est clair, et le meilleur exemple, c'est Twitter, qui avec Elon Musk va dans toutes les directions. Oui, typiquement on a un endroit qui était né pour s'échanger des informations, qui n'a jamais été fait pour être un truc vraiment massif, c'est un truc de niche. Alors à quoi bon vouloir en faire une appli mondiale qui permet de faire des transferts d'argent et écouter des faf ou des fans de crypto qui parlent sans aucune modération? Ça n'a pas d'intérêt. En vouloir faire une sorte d'entreprise high-tech à la WeChat géant et en plus où on doit payer, c'est à double tranchant parce que c'est tellement éloigné du projet de base que les utilisateurs ils pourraient juste avoir envie d'aller voir ailleurs. Ouais, parce que la valeur de Twitter, on va le répéter, c'est ses utilisateurs et non pas la technologie. Et on va répéter que ça vaut pour tout. Et on ne doit pas l'oublier. Ce que les plateformes ont de plus précieux, ce qui leur fait gagner des sous, ce qu'ils monétisent, c'est nous. C'est nous. Et en fait, on n'a pas grand-chose, mais on a toujours quelque chose qui nous reste. C'est un pouvoir de nous unir et de résister parce que sans nous, personne sur Internet ne va gagner. Réseau. C'était tellement fort que tu en as fait tomber ta gourde. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je vais te dire un truc, je vais pas compter les erreurs qui se sont passées dans cette chronique. Ça fait mal. Envoyez-moi un message évidemment pour m'insulter avec un grand plaisir. Plaignez-vous. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas là, si vous ne vous plaignez pas, nous on ne sert à rien. C'est ça. C'est nous, c'est vous, enfin bref, à suivre dans Réseau. On va faire des phrases normales. Dans ton zoom, dans ton enquête, on va parler. On va aller en Égypte, je crois. Oui. La conférence internationale pour le climat, la COP. Numéro 27 se tient en ce moment en Égypte, un pays où, quand tu manifestes, en général, tu vas plutôt dans ce qui s'appelle une prison. Et normalement, Guiran, une COP, ça ressemble à ça. What do we want? When do we want it? Now! Des manifestants qui hurlent à en perdre la voix pour réclamer une justice climatique. Ils brûlent du bois, ils se déguisent en arbres. Il n'y a pas que des organisations non gouvernementales. De jeunes militants économisent parfois pendant des mois pour faire le déplacement et crier aux dirigeants que leur avenir dépend des négociations. La COP, c'est eux. Ils jouent un rôle important dans le bon déroulement des sommets. En Égypte, une dictature avec à sa tête l'autoritaire Abdel Fattah al-Sisi, la COP27 a démarré hier sous les cocotiers de Sharm el-Sheikh et la donne est bien différente. Selon un rapport publié hier par l'ONG Human Rights Watch, quelques jours avant l'ouverture de l'événement, la répression s'est intensifiée. Les autorités ont arrêté des dizaines de personnes qui avaient appelé à des manifestations. Elles ont aussi restreint le droit de manifester pacifiquement. Il y a à peine une semaine, il y a un activiste indien qui a été arrêté puis emprisonné. Oui, Ajit Raja Gopal entamait une marche de 8 jours du Caire, la capitale, vers Sharm el-Sheikh pour attirer l'attention sur le climat. Libéré dès le lendemain, parce que son interpellation avait fait un tollé sur les réseaux sociaux. Mais ça n'a pas calmé le gouvernement. D'après des médias locaux, le nombre de postes de contrôle policier a augmenté ces derniers jours dans le centre de la capitale. Les agents stoppent carrément arbitrairement des personnes pour contrôler leurs activités sur les réseaux sociaux. L'accès
à la zone verte un espace aux abords de la conférence pour débattre des questions climatiques et échanger avec les participants, d'ordinaire ouvert à tous, nécessite cette année une procédure d'accréditation très lourde. Donc autant dire que ça coupe l'envie d'y aller. Et si on veut se rabattre sur la participation en ligne, on est dans Réseau, et parmi les autres violations de la vie privée listées par Human Rights Watch, on en a trouvé sur internet des levels 56 sur l'échelle de Big Brother. Premièrement, le gouvernement égyptien a créé une application qui est destinée aux participants, mais pour l'utiliser, il faut donner quelques petits détails personnels, puisqu'il faut le numéro de passeport, autoriser à l'État l'accès à sa caméra de téléphone, au micro et à la localisation. Deuxièmement, des caméras de surveillance ont été installées dans les taxis de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. La police a le droit de surveiller, de voir les allées et venues de tout le monde, conducteurs, passagers, touristes et locaux. Une répression qui est soutenue par le pays des droits de l'homme, qu'on appelle la France, alors que la situation justement des droits humains est de plus en plus compliquée en Égypte depuis le coup d'état militaire de Al-Sisi. Ouais, en 2013, l'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, est un partenaire privilégié de la France. En décembre, le président Emmanuel Macron en décembre 2020, le président Emmanuel Macron a remis la plus haute distinction française, la Grande Croix de la Légion d'honneur, à son homologue égyptien Al-Sisi lors de sa visite d'État à Paris. Et alors pourquoi est-ce que ça changerait pour la COP27 ? Le chef d'État français et les dirigeants du monde entier vont s'asseoir autour d'une table sous le soleil de la station balnéaire, pas du tout écolo, je vous le dis tout de suite, de Sharm el-Sheikh, comme si de rien n'était. Ouais, il est malin, le président égyptien. S'il est interdit de manifester, personne ne va manifester pour le climat ni pour dénoncer le régime totalitaire. La COP27, en fait, est pour l'Égypte ce que la Coupe du Monde de football est pour le Qatar, la poursuite de la mise en scène de son fantasme de toute puissance. Bon, après, ça c'est de la com, mais pourtant, Laurence, la vérité c'est qu'il y a des enjeux colossaux pour l'environnement, entre surtout les pays du Sud et du Proche et du Moyen-Orient. Ils sont tout autant victimes que le reste du monde du réchauffement climatique et du mode de vie occidental. Ouais, voire plus. L'augmentation des températures rend les villes invivables, des fleuves entiers sont asséchés, à l'image du barrage d'Al-Masira au Maroc. L'élévation du niveau de la mer menace Tunis, Doha ou encore Dakar. Ce sommet est l'occasion pour les pays du Sud de demander un versement de pertes et dommages aux États du Nord et pour mettre en place une fois pour toutes des mesures radicales pour la planète. Il est déjà presque trop tard, on peut se le dire. Nous sommes sur l'autoroute vers l'enfer climatique selon le chef de l'ONU. Quand un rapporteur du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, estime que l'objectif de 1,5 degré de réchauffement est carrément hors d'atteinte. Après, j'ai envie de dire que quand on arrive à la conférence pour le climat numéro 27, et que c'est toujours un problème, c'est-à-dire que je pense que les erreurs ont été faites déjà à la COP 1. La première COP, déjà, il y aurait dû y avoir des décisions. Là, si ça fait 27 fois qu'on fout rien, pas arranger grand-chose. Réseau. Voilà, maintenant qu'on vous a bien mis dans un état de dépression avec la Terre qui va cramer dans 3 jours, si vous voulez vous remonter le moral, vraiment, un grand moment, si vous voulez vous monter le moral, si vous êtes par exemple Marseillais, si vous êtes Lyonnais, si vous êtes Lensois, tapez Paris Saint-Germain sur Twitter, puisque y a eu le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. Et c'est encore... Et le Paris Saint-Germain tape le Bayern. Et si vous tapez Paris Saint-Germain dans Twitter, c'est la fête du slip. On se fout bien de la gueule du PSG, c'est assez agréable. Il y a des mèmes, des vidéos, des choses comme ça. Évidemment, je vous dis ça par pur esprit de fair play, puisque je suis moi-même fan du PSG. J'ai fait des choix de vie ratés à un moment donné dans ma vie. Je regrette amèrement, mais je vous le dis, prenez du kiff, foutez-vous de notre gueule. Je vais y aller, tu vois, parce que moi qui suis pour l'OM, bon, je suis plus trop, donc je peux pas en parler. Mais en tout cas, on vient de se faire virer de toutes les compétitions européennes, là. Donc ça va faire du bien aux Marseillais, je pense. T'as raison. C'est terrible ce qui se passe. Trahi dans ma propre équipe. Je ne le savais pas, je l'apprends aujourd'hui, j'ai envie de chialer. Eh oui. J'ai envie de chialer. Marseille, bébé. Toute la technique me fait le signe de Joule. C'est un scandale. J'ai une batterie d'avocats, vous allez en prison. J'ai du soutien là derrière. Ouais. Bon, après, c'est vrai que aussi, c'était rigolo aussi contre Tottenham. Allez. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.